Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous en plateau comme chaque troisième vendredi du mois, une échéance mensuelle, trimestrielle, la dernière échéance technique de cette année 2021. Nous en parlons donc avec Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci à tous. d'être là. Bienvenue à Jean-Louis Cussac qui nous accompagne évidemment. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Trader, formateur chez Perceval Finance Conseil, et Romain Daubry, bien sûr, qui complète l'équipe ce soir comme chaque troisième vendredi du mois. Bonsoir Romain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Sur 14 échéances maintenant, on aura eu 2 échéances négatives, si j'ai bien retenu la séquence depuis octobre 2020, Romain. Exactement. Donc il y avait celle de juillet. Et celle-ci. Et celle de décembre. Celle de décembre, on clôture avec une baisse de quasi 200 points par rapport à l'échéance donc du mois de novembre, avec un marché qui se comporte dans cette fin d'année et depuis le mois d'août d'ailleurs sur les marchés dérivés en roue libre. On a constaté que l'intérêt diminuait régulièrement à chaque échéance. Ça fait 4 mois sur le futur. On a une baisse de la position verte qui est de l'ordre de 20% par rapport à la position verte moyenne et sur le futur. Et sur les options, si on veut comparer de façon annuelle, le chiffre est éloquent. En décembre dernier, il y avait 384 000 options ouvertes sur l'indice parisien au moment de l'échéance. Et à cette échéance-là, il y en avait 204 000. Donc quasiment 2 fois moins d'intérêt en arrivant sur cette échéance du mois de décembre. Oui, c'est ça, pour la même saison. C'est-à-dire que ma question, c'était de savoir si c'était un effet saisonnier qui faisait que les intérêts, la position verte diminuait. Non, on a quand même moins d'intérêts, une position verte moins importante que ce qu'on pouvait avoir il y a un an au même moment. 2 fois moins d'intérêt, alors que le CAC valait 5550 points, que la volatilité était à 20, et que le ratio de couverture était de l'ordre de 1,5. Ça veut dire qu'on rappelle que le ratio de couverture il doit se situer entre 0,80 et 1,20 pour être équilibré. On considère que c'est équivalent dans ces cas-là. Plus il est haut, plus il y a de protection dans les portefeuilles. À 1,5, on considère que les opérateurs sont prudents. Là, on arrive... Donc ça, c'est le niveau de couverture qu'on avait quand on était à 5500 points sur le CAC. Il y a un an. Ouais. Et aujourd'hui, on est plutôt à 1 de ratio de couverture. Ça se confirme d'ailleurs sur le mois de janvier. Pour l'instant, le ratio de couverture est de ce même ordre-là. Donc, c'est pas de l'euphorie. Ça commence à être de la complaisance, en tout cas de l'optimisme certain. On se couvre moins. Alors, on se couvre moins avec une volatilité qui reste quand même un peu plus haute. On pourra y revenir, mais c'est vrai qu'il me semble que le niveau de volatilité, globalement, le point de repère de la volatilité a évolué. Le référentiel, si on peut dire, de la volatilité basse a évolué. Si on regarde le VIX, jusqu'en 2018, le support, c'était 9,5. On n'avait pas clôturé rarement en dessous de 9,5. Jusqu'en 2020, de 2018 à 2020, le support, c'était plutôt aux alentours de 12,10. Et depuis la crise Covid, on n'a jamais clôturé un mois sous 15,40 de volatilité. Donc, le critère de volatilité est à prendre un peu plus haut aussi, à mon sens. Là, 17 à peu près sur le CAC à ce soir, alors que c'était 20, 1500 points plus bas, et avec 2 fois moins d'intérêt. Donc, on a un scénario qui reste assez ouvert. Et donc, pas beaucoup d'enseignements à tirer de cette séquence. Alors, je plaisante si, justement, on va pouvoir éventuellement détailler des scénarios, mais ça veut dire que le jeu reste ouvert et que depuis le mois d'août, globalement, il n'y a pas eu de grosse prise de décision et pas d'évolution majeure. Au mois d'août, on était 400 points plus bas sur les marchés. Donc, toute cette période s'est faite un peu en divergence et sur des niveaux qu'on identifie bien, aux alentours de 6600 points, sont les niveaux d'alerte sur l'indice parisien, l'alerte de moyen terme sur l'indice parisien. Les alertes de court terme, elles sont plus proches et on vient de les tester. Ce qu'on peut dire aussi des intérêts qui sont en train de se construire là sur le mois de janvier, c'est qu'on a une zone 6008-6009 qui est bien identifiée et qui sert d'amortisseur. Elle a encore servi d'amortisseur ce soir, manifestement. En dessous, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6006-6007 et l'intérêt a été renforcé sur les puts 6006 aujourd'hui. Donc on a une zone 6006-6007 qui est importante et on a à peu près le même niveau de retournement sur l'indice parisien, c'est 6540-6600, je sais que Jean-Louis a à peu près le même, qui est le niveau d'alerte de moyen terme qui est important. Sur les indices américains, c'est un petit peu plus fort comme indice par définition, enfin en tout cas pas en ce moment, et le risque en fait il est de plus ou moins 5% à court terme, c'est-à-dire que si eux vont chercher leurs alertes, ce sont les alertes de court terme, si nous on va chercher les mêmes alertes, 5% plus bas, ce sont nos alertes de moyen terme. Ouais, je comprends. Et le mouvement est dans ces cas-là un peu plus gênant. Il y a une possibilité de baisse complémentaire d'une dizaine de %. À la hausse, c'est un peu moins évident pour l'instant.
Ceci dit, on reste très technique et il faut rappeler qu'on est quand même dans un contexte de fin d'année avec des éléments qui font varier les marchés qui sont liés au window dressing, tous ces habillages de portefeuille. Cette échéance technique, elle est quand même gigantesque sur les marchés américains. Il y a 4 300 milliards de dollars d'options à faire tourner, à transférer. 4 trillions, hein, c'est ça. 4 300 milliards. Oui. Ça fait 510 millions d'options, de contrats d'options, mais qui représentent en nominal ce montant-là. Alors la nouvelle qui est un petit peu meilleure sur les marchés dérivés aux États-Unis, je vous épargne de complaisance forte et importante sur les marchés dérivés américains. Au mois de novembre, le ratio put-call total était de 0,8 sur toute option confondue, indice et action. Il est de 0,92, donc ça s'est un peu renforcé. C'est quand même dans la fourchette très basse, mais ça s'est un peu renforcé. Sur les options sur indice, c'était 1,34, ça remonte à 1,40. Toute option confondue. Et sur les options sur action, on était quand même acquis à 0,45, ça remonte à 0,59. Donc, voilà, la position ouverte globale n'a pas beaucoup diminué, 510 millions d'options contre 513 il y a un mois de ça. Donc, on est un tout petit peu moins complaisant. En tout cas, on n'a pas renforcé ce biais complaisant qu'on avait pu constater. Donc, on recule peut-être un peu l'échéance d'une baisse maintenant sans trop anticiper. Je pense que la question, c'est pas tant de savoir si une baisse... C'est quand ? C'est quand ? Voilà, si vous avez la réponse, on va prendre le temps d'en discuter. Non, mais je retiens le point très intéressant sur la volatilité. Le niveau de complaisance avant la crise était autour de 10. Voilà, c'était à peu près les niveaux de volatilité sur lesquels on arrivait à parler de complaisance. Voilà, depuis 2018. C'était 12. Maintenant, c'est peut-être plus autour de 15 sur le VIX. Hein, sur le VIX, c'est le support. Il y a une translation qui s'est faite là, effectivement, entre la période pré-pandémique et puis la période qu'on vit encore aujourd'hui. Jean-Louis, vos commentaires. Alors, je retiens là dans la petite note quotidienne que vous publiez. Alors, il y a des commentaires qui ne changent pas, mais il y a des commentaires qui ont évolué, je trouve. Marché qui monte, qui descend, qui court à droite, puis à gauche, comme un canard sans tête. Ça n'est jamais très sain. La ligne d'arrivée d'une phase a peut-être été franchie ces derniers jours. On ne peut pas encore porter de jugement fort, mais la colonne problème est en train de se remplir quand même au fur et à mesure. Et le warning, un petit warning est déclenché. C'est ce que j'avais dit hier dans la journée. Donc ouais, je pense qu'on a atteint peut-être les limites. D'ailleurs, la BCE a annoncé des changements quand même s'ils se réservent le droit quand même de revenir, etc. Mais bon, il y a quand même peut-être le bout de quelque chose. Parce que c'est vrai, quand on observe ces marchés, bon, et là, il faut toujours laisser passer l'échéance. Porter un jugement immédiat, c'était peut-être un peu fort. Mais ça m'a évité de me faire planter aujourd'hui, si vous voulez. Je me suis dit, bon, OK, théoriquement, c'est toujours acheteur, mais pas me presser. Puis quand j'ai vu que ça partait à la baisse, qu'il n'y avait rien, que ça enfonçait des portes ouvertes, c'est pas la peine d'aller en face. Donc, c'était parfait. Là, si vous voulez, on se retrouve dans une situation, donc on a liquidé le contrat décembre, c'est la fin de l'année. On peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'initiative extraordinaire, bien évidemment, mais en même temps, est-ce que le contexte permet de prendre de fortes initiatives ? La visibilité reste faible. On a toujours les problèmes d'Omicron, on ne sait pas ce que ça va donner, bon, même s'il n'y a pas d'inquiétude forte. Après, il y a potentiellement, il y a l'Ukraine, c'est chaud, ça peut être chaud. Taïwan. Il y a eu encore un article, comme quoi la Chine préparait une guerre éclair, peut-être. Enfin bon, il y a quand même des sujets d'inquiétude. Et sur le marché, qu'est-ce qu'on observe ? Pas grand-chose. Bon, il y a toujours des réactions ciblées aujourd'hui. Genfit, par exemple, Valneva, des valeurs, parfois c'était Airbus, parfois bon. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait des programmes d'achat, vous voyez, réguliers, etc. Quand ça monte, c'est poum. C'est ça aussi le problème du plus 0,9, moins 0,9 hier, plus 0,9, moins 0,9, on l'a fait 4 fois. Enfin, c'est pas très sain, ça. C'est pas méchant encore, mais c'est pas sain. 4 séances de plus de 3% de variation sur le Nasdaq en 15 jours. C'est pas un signe de... Bon, c'est pas très sain. On peut mettre ça sur le compte de la fin d'année, vous dites, il n'y a pas de prise d'initiative. Non, c'est pas juste ça. Non, c'est pas un hasard. C'est que vous avez à la fois... Je pense que l'état d'esprit reste pour les gérants de se dire, bon, je vais acheter si ça baisse. Le problème, c'est quand ça baisse, c'est sur une phase de stress énorme. Alors, il est normal qu'en tant que gérant, moi je me mets à leur place, c'est pas évident, déjà c'est difficile, mais il y a un stress, le marché perd 300,
on arrive dans la zone où j'avais... Mais il y a Omicron, voilà. Donc, est-ce que j'ai envie d'acheter avec Omicron que je connais pas Et je vais peut-être attendre 2 secondes. Et s'ils attendent 2 secondes, poum, ça repart comme une balle. Il n'y a rien en face. Et on voit beaucoup d'arbitrage, on voit beaucoup de futurs, ça travaille beaucoup sur les futurs. Donc, je trouve qu'il y a globalement un changement d'approche des marchés. C'est ce que vous dites. La ligne d'arrivée d'une phase a peut-être été franchie. Voilà. Nous serons très attentifs aux indications post-échéance, donc les prochaines heures. Lundi, la séance de lundi sera toujours intéressante après l'échéance. Il y aura peut-être une stratégie de conviction ensuite à mettre en place. Soit peut-être de préparer, parce que moi j'anticipe toujours, par exemple, si je dis sous 6530, je vais passer vendeur. Ouais. Bon. Mais ça veut dire que peut-être à 6006, je vais acheter. Bon. Donc, dans l'idée, alors qu'on est à 6900 et quelques, d'acheter entre peut-être 6009 et 6006, je vais peut-être par avance me protéger en achetant maintenant un put 6500, 6550 qui va venir en fait protéger ma position acheteuse. C'est-à-dire que si un matin je me réveille avec un problème important, j'aurai ce put qui protégera ma position. Protégera un peu au niveau des genoux peut-être, parce que c'est pas une super protection, mais c'est déjà mieux que rien. Surtout si le marché partait à 6000, parce que si l'Ukraine était envahie, ça peut quand même bouger méchamment. Je ne sais pas, les risques géopolitiques. Enfin, le marché a quand même appris à prendre l'habitude à pas trop accorder d'attention à ces sujets géopolitico. Enfin, on a quand même eu la Corée du Nord qui tirait des missiles. Enfin, je veux dire, le marché a jamais changé de régime par rapport à des situations géopolitiques tendues. Oui, mais le problème, en tant qu'acteur des marchés dérivés, moi je peux vous le dire, et il va pas me démentir, Romain, c'est que c'est pas où on sera entre le matin où ça ouvre et 18h où tout ira peut-être bien. Mais si on fait un trou d'air, parce que on peut avoir un vrai trou d'air, et à ce moment-là, parce que les gens se reculent, ils n'achètent pas, donc vous avez là des appels de couverture immédiats qui soit peuvent être payés sans problème parce que les gens ont découvert, soit ça surprend tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font, les brokers ? Ils n'ont pas 36 choix. Hein. Ils doivent liquider les clients. Et s'ils liquident les clients, ça fout la pression sur le marché. Ça peut balancer, ça peut amplifier un recul. Ça peut tripler. Si on est à -3, on peut finir à -7 avec des trucs comme ça. Mais bien sûr, parce qu'en plus, il n'y aura personne en face. Il y aura un sentiment de panique. Peut-être que plusieurs heures plus tard, ça ira mieux. Mais c'est ça aussi qu'il faut redouter quelque part. C'est-à-dire... comme tout va dans le même sens, au même moment, tout le monde va être sensible à cette baisse éventuelle si elle a lieu, il peut y avoir des réactions extrêmement violentes, comme on a connu avec le crack du Covid, où ça a été de la folie parfois, des -10, on se demandait où est-ce que ça allait s'arrêter quand même. Bon, donc on est sorti du boulevard, de l'autoroute, bien goudronné, facile à piloter. D'accord. Pas de bobo, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Mais warning allumé, on est méfiant, on met pas le paquet et peut-être qu'on verra monter un truc, en effet, la semaine prochaine. Bon, Philippe, votre bilan de l'échéance, bilan de l'année, qu'est-ce qui vous a intéressé ces dernières semaines, Philippe ? Alors, le bilan de l'année... Non, mais il est pas obligé de refaire toute l'année, mais... Gâché par cette séance des 4 sorcières qui nous prive de 1,5% de performance par rapport à l'ouverture ce matin. On était à plus 26 et on va finir à 24,5. Ça reste très honorable. Pour le CAC 40, Global Return, dividende inclus, c'est plutôt... on était proche de 30 ce matin, on finit encore un petit peu au-dessus de 28, mais avec un goût quand même de... on aura un petit regret, parce qu'il aurait suffi qu'on gagne 1,5% au lieu de les perdre aujourd'hui, et on sauvait tout, la semaine, le mois, le trimestre, enfin c'était beau, quoi. Voilà. Donc manifestement, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était... on ne va pas jouer au héros. Maintenant, si on se tourne du côté des États-Unis, là, il se passe des choses que je trouve intéressantes, parce qu'il faut voir la structure des 25%, où j'arrondis, gagnés en moyenne par le S&P, le Nasdaq, etc. Et alors là, de quoi sont constitués ces plus 25% ?
Si vous prenez un titre comme Apple, qui a au hasard flirté avec les 3 000 milliards, autrement dit, c'était plus un Nasdaq 100, c'était un Nasdaq 1. Quand on regarde sur les 10 plus grosses capitalisations, qui représentent maintenant plus de 35%, y compris d'un indice comme le S&P 500, ce qui est du jamais vu, bien, ce qu'on n'a jamais vu non plus, c'est que sur, par exemple, 100 gagnés, imaginons, on prend, je ne sais pas, un titre qui vaut $400 comme, je ne sais pas, Nvidia, on lui rajoute $100. Alors, 41% de la plus-value, c'est les buybacks, les rachats de titres. Sauf que c'est une moyenne. On a l'impression que les titres, globalement, ont gagné 40% grâce aux buybacks, sauf que ces buybacks sont concentrés sur moins de 15% des valeurs du S&P 500. C'est une concentration. Il y a quoi, plus de 1000 milliards de dollars de buyback cette année, de rachat d'actions? 1060 au dernier. 1060. Et il y en a donc 15, combien vous dites? 15% du total des rachats? C'est 15% font pratiquement 99% de la totalité des buybacks annoncés. Oui, 15 sociétés, enfin 15% du S&P 500 voilà, cumulent à lui seul la totalité quasiment des buybacks. C'est absolument phénoménal. Alors, après ça, les bénéfices, on en a beaucoup parlé. Année fantastique, bah oui, on avait un effet de base, forcément que ça allait rebondir fortement en 2021. Donc, on est à 31% environ pour des bénéfices. Alors, je dis bien les bénéfices parce que c'est quelque chose qui peut ou ne pas être distribué sous forme de dividendes. Donc, quand on regarde les dividendes distribués, là, il contribue pour 7,3 à l'appréciation donc d'un titre sur l'année. Et, très intéressant, ce qu'on appelle l'expansion des multiples, puisqu'il vous reste 21% si vous regardez ce que j'ai donné. Le renchérissement de l'action. Voilà, globalement, c'est 21%. Donc, il y en a qui vous disent « Ah, mais avec les super bénéfices qu'on a fait en 2021, on est moins cher qu'au 1er janvier. » Faux. Je le dis clairement, c'est faux. Les multiples ont progressé de 21%. On paye le même marché 21% plus cher. Le titre Apple, là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du marché américain, même du temps où il y avait la Standard Oil dans les années 1910. On n'a jamais vu un titre en une année rajouter, là pour Apple, c'était jusqu'à 650 milliards de valeurs boursières. C'est autant que 492 autres valeurs du S&P 500. Bah oui, quand on a une base de capitalisation qui se compte en trillions, forcément, la loi fait que... Il y a un moment où cette base est tellement élevée. C'est un petit peu le même syndrome qu'on avait eu avec Nokia à la bourse d'Helsinki dans les années 2003-2004. Nokia, c'était 40% de la valeur de l'indice HSI. Donc là, on est face à quelque chose qu'on n'a également jamais vu, et où l'accumulation de valeur sur un seul titre est quelque chose de proprement historique et qui fait que personne ne peut ne pas avoir d'Apple. Mais un autre problème, c'est que là, ça arrive à un tel niveau, puisqu'on dépasse largement les 10% du Nasdaq 100, c'est que vous ne pouvez pas détenir plus de 10% d'un titre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À la limite, il faut acheter des options, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être exposé et de reproduire l'impact capitalistique. On ne peut pas détenir plus de 10% de titres, donc il faut aller chercher autre chose. Donc c'est aussi une des explications pourquoi on a un marché des options qui, pour certaines valeurs, il n'y a pas d'autre moyen que d'être exposé sur les options. Il y a eu certaines séances, Romain a peut-être vu ça, où sur certains titres, des gros, je parle dans le top 50 du S&P, où certains jours, il y a eu plus d'options négociés que de titres. C'est voilà. Donc cette année 2021, je ne vous la résume pas, mais simplement je liste un petit peu toutes les choses exceptionnelles et la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. On arrive à une hyper concentration là dans ces indices américains. Enfin, encore une fois, un phénomène année après année qui se déroule de manière implacable et qui aboutit à la situation que vous décrivez aujourd'hui. Voilà. Et peut-être pire demain encore. Voilà. Mais surtout, si vous additionnez les 41% d'impact des buybacks, plus les 21% d'impact des multiples de valorisation, ça fait 62% de la hausse des titres qui est due à des phénomènes totalement artificiels, parce que les buybacks, ça ne devrait pas exister. Ça n'existait pas dans les années 80, ça avait été interdit au début du XXe siècle. C'est quelque chose qui pourrait ne pas exister. Et l'expansion des multiples, c'est parce qu'on a de la liquidité.
Donc quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas dire 2021, ça reflète les gains, les profits merveilleux, les marges des entreprises. Ça ne compte que, en fait, pour 38 ou 39%. Ça pose la question de la participation au marché. Alors effectivement, cette hyper-concentration sur les indices américains, est-ce que c'est toujours plus de risques, de fragilité d'une certaine manière? Et puis est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, que la participation au marché s'élargisse à nouveau? Parce qu'elle s'est aussi beaucoup rétrécie, y compris en Europe, sur quelques très grosses valeurs qui soutiennent et qui continuent de tenir à bout de bras les indices aujourd'hui. Romain. On arrive à des écarts qui sont quand même gênants et à des chiffres qui sont extrêmes. On retrouve des niveaux de 2000 sur les indicateurs de participation. Donc évidemment, ça rappelle des souvenirs. Maintenant, ça ne permet pas uniquement de servir de warning à court terme, en tout cas. C'est pour ça que je disais c'est plus une question de quand que de si. Et oui, on les voit, ces excès. Moi, il y a un élément que je note, c'est que beaucoup des intervenants du marché sont encore dans le doute et sont conscients de ces éléments-là. Et j'entends parler de plus en plus de ratios de couverture, d'options, de stress, de volatilité et d'excès sur les marchés américains. Donc, tant qu'on a ces discours-là, le cash est remonté dans les portefeuilles. C'est l'enquête mensuelle que mène Bank of America auprès de grands gérants institutionnels. On a vu que le cash était remonté au-delà de 5% dans la dernière enquête mensuelle qui couvre le mois de décembre. Voilà. Donc on a remonté le cash dans les portefeuilles américains notamment. Et on sait que les gestions, depuis l'été, le début de l'été, le printemps dernier, se sont désinvestis, ont eu beaucoup de nouveaux entrants, ont des liquidités et n'ont probablement pas eu toutes les opportunités pour rentrer dans le marché, effectivement, puisque toujours sur fond de super stress, et soit des rebonds très rapides, soit dans des circonstances où c'était assez douteux. Et pour l'instant, les choses se passent de façon extrêmement technique. À chaque fois, c'est lié à une échéance ou à une annonce. Le dernier trou d'air, c'était une figure de retournement qui s'était mise en place, avec un timing assez précis. On peut toujours discuter de la nouvelle, mais elle a peut-être permis le déclenchement, mais en tout cas, la cible a été atteinte et les niveaux défendus. Et les marchés dérivés, encore une fois, donnaient les niveaux de support. Ils auraient pu rompre, mais ils donnaient les niveaux de support. Donc pour l'instant, on a ces nouveaux entrants, il y a cette possibilité. Donc il y a ce doute qui, je trouve, vient du côté positif de la balance, qui fait que tant qu'on a du doute dans le marché, tant que ce jeu-là, cette négativité des opérateurs cette prudence des opérateurs joue, ça nous prémunit contre un excès de complaisance. Contre le fait qu'il y ait... Voilà. Donc il y a encore peut-être des liquidités. On voit quand même que malgré tout ça, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. On entend parler et on a à peu près tous repéré un scénario possible, c'est qu'il y a quelques valeurs en retard qui n'ont pas beaucoup performé et il y a un vivier énorme de ces valeurs-là qui pourrait être aussi le moteur d'un rebond. Ce que je constate, et on le voit des frémissements depuis 24-48 heures sur des valeurs comme Ruby, que nous, sur lesquelles on est entré pour une petite position. Il y a des valeurs en retard comme Ubisoft. Alors j'ai une liste qui est assez large, mais Bouygues est un peu en retard. Danone, Alstom, il y a Renault. Je peux vous en citer des valeurs en retard. On a Eiffage, Atos, dont on peut dire que la position spéculative a diminué par rapport au mois dernier. C'était 4,22% du capital vendu. Ça n'est plus que 2,47%. Donc c'est pas en soi, mais voilà. Donc il y a peut-être ce vivier de valeurs en retard qui pourrait bouger et alimenter un rebond si on arrive à tenir sur les niveaux actuels. Si le marché ne se retourne pas et qu'on ne rompt pas les niveaux d'alerte de moyen terme. Comme disait Jean-Louis, si on en arrive à une phase de stress majeur, c'est difficile d'imaginer que les investisseurs vont se précipiter sur les valeurs qui ont déjà beaucoup souffert, qui souffrent, qui continuent de souffrir. Exactement. D'accord. Donc dans le cas d'une baisse un peu marquée, il faudra revenir sur les classiques, les valeurs fortes du moment. Les classiques, ça devient des classiques. Mais toute chose égale par ailleurs, si on maintient l'ambiance, la température du moment, vous dites, ça va être intéressant de voir si ces valeurs sont rattrapés ou pas. Exactement. On va surveiller des choses. Il y a des divergences qui apparaissent sur des valeurs comme Corian. Ce ne sont pas encore des grosses figures de retournement haussière, mais on voit qu'elles ne baissent plus, qu'elles stabilisent. Et on voit des journées, je vous dis, comme Ruby qui prenait 4,5% aujourd'hui, avec des petits signaux d'intérêt. Et ce que je constate, c'est que personne ne se précipite pour le faire. Alors, on est encore dans ce contexte de fin d'année. Donc, peut-être que personne non plus n'a envie de prendre trop d'initiatives maintenant et d'attendre un peu de voir comment le jeu va jouer. Mais
Si on arrive à maintenir les niveaux et les alertes de court terme, alors dans ce cas-là, ça peut faire partie de l'intérêt, du momentum. Et il y en a pas mal. Il y a aussi pas mal de petites et moyennes capitalisations qui pourraient participer à ce mouvement. Donc il y a encore un vivier d'intérêt. Reste à savoir, et là on voit que c'est un jeu de... C'est pour ça que je dis que la page est blanche, c'est que le jeu est ouvert. C'est qu'on va pouvoir... voilà, personne ne veut trop se mouiller pour l'instant. Et il va y avoir un jeu d'observation, à mon avis, dans les séances qui viennent, avec probablement de la volatilité, des contre-pieds. Si la position verte était si faible sur les options, c'est que... on se met en retrait et qu'on ne veut pas prendre de risques non plus. Donc, il y a peut-être encore un trimestre de hausse à jouer. Moi, je pense que c'est le maximum. Et encore, quand je dis de hausse, ce ne sera probablement pas au sein des indices, mais vraiment en stock picking. Ah oui, donc le camp... Vous avez quand même une idée, alors précise non, mais si, une idée relativement précise de quand est-ce que la situation pourrait commencer à se dégrader un peu plus franchement. Vous dites premier trimestre, pour l'instant, au regard des indicateurs dont vous disposez, vous dites ça peut être encore quelque chose de favorable à la prise de risque. Au-delà, c'est plus compliqué de s'avancer. Voilà. Alors avec probablement des trous d'air, des jeux de contre-pied en début d'année et dans les jours qui viennent, liés à la clôture de cette échéance, au fait qu'il y ait de la place pour prendre des décisions. Voilà. Mais oui, les choses pointent plutôt à la fin de ce premier trimestre, au printemps, graphiquement, techniquement. Je ne suis pas un spécialiste des cycles, mais ce que je suis et que j'observe, on pense ça aussi. Et effectivement, quand on regarde les configurations globales d'indices comme l'Eurostoxx, on ne s'attend pas à ce qu'ils prennent 20% dans les 6 mois qui viennent. Jean-Louis, l'idée de voir en début d'année tous les retardataires de l'année précédente rachetés par les particuliers, les investisseurs, les gérants, c'est un truc qui fonctionne un peu, beaucoup, pas du tout? Souvent, février-mars, il y a de l'aspect sur les mid et small. Mais bon... jusqu'au moment où il n'y en a pas, quoi. Donc s'il faut attendre un an pour jouer le truc, c'est un peu galère. Hein. Si je dois attendre... Ça ne fait pas un plan de trading? Non, ça ne fait pas un plan de trading. Tout à l'heure, il parlait de Bouygues, Romain. Hein. Tu as cité dans ta liste des valeurs qui se sont fait massacrer. Hein. Elle est même pas en retard. Elle s'est fait un peu tuer depuis l'annonce du rachat des comptes. Là. Je crois que j'ai lu que la famille Bouygues avait racheté, en tout cas c'était au 19, 43 millions d'euros de titres, c'est pas mal. Donc ça, 8 millions cette semaine. Voilà, et il continue là. Bon, c'est pas. Ouais, mais c'est bien. Donc, et puis le rendement est énorme. Bon, donc ça, c'est des dossiers. Dans un extrême inverse, Bernard Arnault, il paye LVMH à 700 euros. Hein. Oui, non, mais... Il a acheté pour 10 millions à 696 euros. Oui, tout à fait. Il avait acheté. Là, c'est au plus haut. Hein, donc, 687, mais elle fait plus haut derrière et tout. Enfin, bon. Mais c'est bien, enfin, c'est mieux de voir un signal positif, bien sûr. Des gens qui achètent plutôt qu'ils vendent. Après, alors, là, l'état d'esprit, il faut se mettre à la place des acteurs de la gestion, là. Franchement, ils vont un peu prier, entre guillemets, hein, c'est pas... pour que le marché finisse l'année comme ça. Je pense que tout le monde serait plutôt content, genre 6009, ils signent tout de suite. Alors après, voilà, est-ce qu'il va y avoir de la vol ou pas? Est-ce qu'il va falloir se battre des fois que ça dévisse parce que le problème, c'est que, ok, pourquoi pas, au mois de mars, avril, 5, ça peut partir en vrille, mais ça peut être demain matin. Encore une fois, il n'y a pas de visibilité et on surréagit à tout. Le problème, c'est qu'est-ce qui pourrait déclencher un mouvement susceptible de déclencher, donc d'avoir un choc à effet domino, des ventes par exemple sur les deltas de position par rapport aux puts vendus, etc. Ou il faut un niveau déjà. Voilà, alors bien sûr. Après, est-ce que à 17 de vol, on peut pas dire qu'il y a eu de la complaisance? Non, c'est qu'elle est plus basse la couverture, c'est ça. 6006, 6007. Quand j'ai dit le barrez-vous, on était à 9. En novembre, décembre 2019. On était à 9. Et là, pourquoi moi je racontais aussi tout le temps que c'est pas vulnérable, c'est très différent de la fois dernière, même si on est plus haut, c'est parce que il faut vraiment réfléchir en termes de volatilité implicite, c'est super important ce concept, parce que justement, en plus, si vous voulez, la volatilité implicite, c'est ce qu'on attend de l'évolution à venir. Si par exemple, le marché se comporte d'une manière plus violente, on va le ressentir peut-être d'une manière aussi embêtante, donc on va peut-être réagir, on va être obligé de faire des choses. Si en même temps on a prévu un choc et qu'il n'y en a pas, on va pas être acteur on va pas bouger, on va se laisser porter par les événements. Oui, cette divergence entre ce qui est anticipé et ce qui va se passer, il va falloir l'analyser aussi en temps réel. Ça, c'est important pour comprendre le comportement et la réaction des foules, des gestions, des hedge funds, etc. Là, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'ils bougent beaucoup.
C'est vrai. Il y a des inconnus partout. Mais les inconnus, ça ne fait pas bouger normalement. On n'aime pas, les marchés n'aiment pas l'incertitude, mais c'est pas une incertitude comme d'habitude. C'est des éléments ponctuels qui peuvent venir troubler parce qu'il y a une confiance très importante à la capacité des banques centrales à réagir, quoi qu'il se passe. Là, dans l'état d'esprit des gens, il y a quand même la confiance forte qui reste présente. Si on regarde quelques autres classes d'actifs, je ne sais pas, Philippe, dans le domaine des commos, des matières premières, sur les marchés de devises, est-ce qu'il y a des choses particulières à soulever? Moi, j'ai un peu parlé de la Turquie, par exemple, ces dernières semaines. Ça reste, je ne sais pas si ça fait partie des inconnus ou des risques importants, mais en tout cas, il se passe des choses importantes sur des pays majeurs, avec des monnaies qui sont littéralement détruites depuis quelques mois maintenant. Oui. Alors, je vais tout de suite enchaîner sur ce que disait Jean-Louis, à savoir que la confiance dans la capacité des banques centrales à verrouiller ou à maintenir le château de cartes, donc sa formation triangulaire optimale, elle est quand même encore très très forte. J'en veux pour preuve que le 18 décembre 2020, le rendement des T-bonds américains était aux alentours de 1,20. Au mois de mars, où l'inflation venait de passer les 2%, la bascule s'est faite au mois de mars, on est passé après à 2,30, 3, 5, 6,5, voilà. On avait des taux à 1,44 avec le franchissement des 2. On est allé à 6,8 et aujourd'hui on est à 1,38. Moi, si j'avais dit sur ce plateau avec nos amis en face, vous verrez quand l'inflation sera à 7, on aura des taux plus bas qu'aujourd'hui qui sont déjà à 1,45 et qui paraissent déjà assez bas par rapport à une inflation qui est déjà supérieure effectivement à 1,5, vous m'auriez dit, je le crois pas. Alors, c'est pas la seule classe d'actifs dont le comportement est absolument paradoxal. Vous ne pouviez pas dire devant des spectateurs qu'avec 6,5% d'inflation, on aurait des taux plus bas que lorsqu'ils étaient en dessous de 2. Voilà. Il y a un autre actif qui est l'or. L'once d'or valait également 1820 $, là, 18 décembre 2020. L'inflation est passée, alors là, de 1,4, puisqu'en décembre 2020, on était à 1,4% d'inflation. On est monté donc à 6,8, 5,4 en Allemagne. Et on a une once d'or qui, avant-hier, a fait un trou d'air jusque vers 1760. Si je vous avais dit... Revenu à plus de 1800 au moment où on parle. Si je vous avais dit, là, actuellement, l'once d'or, on est à 1800 avec une inflation à 1,4. Faites une règle de 3. À combien sera l'once d'or quand on sera à 6,5 d'inflation aux États-Unis? Vous auriez situé le truc entre 2005 et 3000. Et vous auriez eu raison historiquement. Voilà. C'était juste pour dire que s'il n'y avait pas la Banque centrale pour tout figé en l'état, c'est des propositions et des équations qui ne sont carrément pas possibles, d'ailleurs qui n'ont jamais été vues. On ne peut pas dire qu'on les a étudiés, alors 2022, on sait ce qui va se passer parce que la dernière fois qu'on a vu ça en 1930, non. Et maintenant que les banques centrales, justement, ont entrepris un virage, qu'on va quand même stabiliser le bilan du côté de la Réserve fédérale américaine beaucoup plus vite que prévu, est-ce que ça va faire baisser ou monter les taux? Non, mais là, le virage de la BCE, c'est Maradona. Passement de jambes, le ballon suivant la Fed. Voilà, donc... Non, mais maintenant que la Fed va stabiliser son bilan et nous prévoit des hausses de taux, on entre dans une phase de politique monétaire qui va être plus neutre. Vous voyez les taux longs monter ou baisser? Neutre. On aura 0,75 ou 0,90, on va dire moyenne. Ce sera toujours plus neutre qu'aujourd'hui. 0,90 par rapport à peut-être 5% d'inflation à fin 2022. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Il n'y a jamais une fois... depuis le 23 décembre 1913, date de naissance de la Fed, on n'a jamais vu la Fed rester 400, 500, 650 points en deçà de la courbe de l'inflation. On vit quelque chose d'absolument unique. Et aucun économiste, j'ai cherché dans les littératures, si on avait théorisé comment se comportaient les marchés quand on était à 500 points derrière l'inflation. Ça n'existe pas, c'était même pas concevable. Alors, vous avez évoqué maintenant la Turquie. Rapidement, Philippe. Donc, aujourd'hui, la Turquie, ils ont arrêté les cotations à un moment, là, cet après-midi. Quand on deux fois, ils ont suspendu, je crois, moins 13,5 sur le marché turc. La livre turque, elle a atteint 16,80. C'est très, très facile. 16,80, c'est exactement 2 fois
le cours du 19 septembre dernier. La livre turque était à 8,40, elle est montée à 16, enfin le dollar est monté à 16,80 contre 8,40 donc le 19 septembre. Et le 2 janvier 2020, c'était il y a quand même pas si longtemps, la livre turque était à 5,50. Donc là, elle a donc été divisée par 3 par rapport au dollar. Là, véritablement, quand vous voyez la courbe, là, ça commence quand même à ressembler un petit peu à un game over. Et je pense que M. Erdogan, il a endossé le costume de banquier central, il en a viré 2 ou 3. Et là, quand même, là, les marchés, là, ils envoient un signal fort, je pense. Bon, dans les marchés... Romain, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore quand même une hiérarchie sectorielle des secteurs qui restent forts? Est-ce qu'il y a encore des évidences ou des sociétés, des secteurs sur lesquels on est confortable? Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est ce qu'on disait. L'univers confortable se réduit de plus en plus. Donc il y a pas mal de secteurs en ligne, et il y a moins de secteurs qui surperforment. Il y a la chimie, un peu la santé depuis le début de la semaine, ressources de base qui surperforment à nouveau, c'était pas le cas depuis quelques semaines. Et puis on peut surveiller des secteurs qui commencent à bouger un peu. Alors on a tout ce qui est lié à l'aviation, évidemment, les assurances, l'auto, les utilities bougent un peu, food and beverage aussi, c'est l'alimentation. Qui bouge un peu, on voit que voilà, effectivement c'est assez neutre, et que c'est pour ça qu'au niveau des indices, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses à faire, et que c'est plutôt sur des titres individuellement. Il y a pas mal de small et mid qui sont intéressantes. Alors, on a des valeurs comme Groupe Gorgé, Micropole, GTT, Plastique du Val-de-Loire, qui sont, pour en citer quelques-uns, qu'on regarde, sur lesquels on est entré, qui donnent des signaux de potentielle hausse. Alors pour l'instant, qui sont encore timides sur certaines, Groupe Gorgé c'est mieux, mais pour certaines, mais qui sont en passe de franchir des niveaux qui sont importants. Donc on se dit que le vivier, il peut venir de là aussi. Maintenant, pour le marché et pour son éventuel retournement et ses réactions, je me demande s'il n'est pas parfois moins subtil que ce qu'on pense, et qu'il a tendance à ne pas fonctionner d'une seule façon. Donc là, il est monté, et jusqu'à ce qu'on rompe certains niveaux. Et on sait qu'en gros, le top sur l'indice parisien, c'était 6006, 6650, et que les gestions s'en veulent d'avoir allégé un peu trop, et sur ces niveaux-là. Donc on sait qu'ici, on a un put, on a une protection jusqu'à ce niveau-là. D'ailleurs, ça correspond exactement au niveau d'intérêt sur les options 6006, 6007. C'était le niveau qu'on avait quoi au début de l'été, c'est ça, sur le CAC. C'est le moment où beaucoup ont allégé parce que l'été, parce que 20%, on parlait du tapering, parce que 20%, parce que la Chine. Voilà, on trouvait beaucoup de prétextes à cette période-là pour s'alléger. Et puis 20% depuis le début de l'année, mais beaucoup plus depuis le trou d'air de mars d'avant, 60-70. Donc voilà, le marché est peut-être un peu plus binaire, et donc effectivement, si on rompait à ces niveaux-là, si on ne trouve pas des ressources et d'intérêt sur ces niveaux-là, il serait capable de prendre une direction un peu mécanique, comme il le fait un peu aujourd'hui, d'acheter tous les replis. Maintenant, il y a effectivement ce risque qui peut se mettre en place, et au chapitre des risques, il y a effectivement aussi ces nouveaux acteurs qui n'ont connu que la hausse, et qui pourrait se faire piéger sur des mouvements de retournement un peu plus brutaux, un peu plus violents, un peu plus marqués, effectivement, des trous d'air et des séances à plus. Surtout aux États-Unis. Et surtout aux États-Unis, on n'a jamais eu 10% de baisse du pic au creux dans la séquence post-pandémique, si je ne dis pas de bêtises. Non, on n'a pas eu de vraie baisse encore depuis. Et donc... Au pire, moins 8. Et donc, effectivement, ce comportement qui était d'acheter tous les creux systématiquement devient un standard, et c'est un peu, c'est un peu ça, ce qui devient le signe noir, le principe du fait qu'on voit tout le même comportement tous les jours et qu'on finisse par s'y habituer, qu'à un moment il pourrait changer. Encore une fois, là tout ça reste hyper technique, donc c'est les niveaux à surveiller. L'alerte sur le S&P, c'est 4435 de court terme, le trading range 4435, 4715, l'alerte de moyen terme 4232. Sur le Nasdaq, c'est l'alerte de moyen terme, c'est 14526. Sur l'Eurostoxx, c'est 4034, 4250. Ils ont plus de marge que nous, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que si les US baissent et qu'on réplique nous la baisse en Europe, on se retrouvera sur des alertes beaucoup plus importantes que les indices américains. Voilà, si on regarde la taille des niveaux récents et des amplitudes de variation, sur les indices américains, ce serait, là pour l'instant, c'est 5% d'un côté ou de l'autre. Si on accélère, ce serait de l'ordre de 10% sur les indices américains, c'est plutôt 12 à 13% sur les indices européens. Sur l'or et l'argent, Romain, là, ça se réveille un petit peu aujourd'hui. Je vois plus de $1 800 sur l'once d'or. C'est intéressant de voir que ça tient extrêmement bien, que peut-être cette consolidation du dollar pourrait déclencher un mouvement et franchir les 1870,
900 $ sur $ l'once, et donc permettre une accélération de l'or. Enfin, nous, ça fait partie de nos allocations, au même titre que l'argent, qui effectivement, malgré les trous d'air, rebondit assez systématiquement et accélère. Rapidement pour conclure, Philippe, il y a un call sur l'or, les métaux précieux là ou pas? Je rebondis sur ce que dit Romain, c'est-à-dire que là, je suis vraiment l'or de très près depuis longtemps, et là, on a une vraie corrélation entre, par exemple, l'ETF des mines d'or et l'once d'or. Ils sont venus tester le même support. Quand on regarde sur le moyen terme, on a des niveaux, on les retrouve sur l'or et sur l'indice des minières. Donc là, il y a vraiment une corrélation. Il est déjà arrivé qu'on ait l'or qui monte et les minières qui restent en arrière. Enfin, là, c'est vraiment bien corrélé. Ça avance dans le même sens, quoi. Voilà. Donc si quelque chose se déclenche, ça va être à mon avis, global. Sur l'euro-dollar, on n'en a pas parlé, Jean-Louis, si vous voulez conclure sur l'euro-dollar. Oui, en fait, la parité évolue dans un range, entre guillemets, étroit depuis quelques temps. C'est vrai que moi, je continue de vendre. Donc aujourd'hui, je l'ai fait encore. Franchement, plus je vends... Vous stoppez les ventes à quel niveau? Alors, au-dessus de 1,1550. D'accord, ok. On est sous 1,13. C'est pas loin, quand même. Oui, mais avec du levier... Ah bah, il ne faut pas jouer de levier, justement. Enfin, faut y aller modérément. On a des volatilités implicites sur l'eurodoll autour de 7, 6, entre 5 et 8. On n'est plus à 15, ou comme on a connu quand on disait que l'euro allait disparaître. Non, mais il faut... le graphique, lui, il dit un 15,50. Après, aux gens d'ajuster leur position. On est sous 1,13, donc toujours vendeur. Moi, je l'ai fait encore aujourd'hui, mais j'y crois de moins en moins, et puis ça marche. Voilà, parce que je vois que c'est retombé en 12,70, là, à peu près. Et ce matin, je disais, il y a une amélioration de la configuration graphique. Et ça fait rien, on va continuer de vendre. Mais on est vendeur depuis 1,2060 aussi, attention, on est vendeur depuis très longtemps. Donc, on a toujours... En gros, l'idée, c'est de jouer avec un sol vendeur, dans une tendance de fond, et puis de faire de l'intraday dans le sens de la tendance en cours. Merci messieurs, on s'arrêtera là pour cette dernière échéance de l'année. On vous retrouve évidemment dès le mois de janvier, les 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois. Avec nous, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, les Éconoclastes et la Bourse au quotidien, et Romain Daubry, la cellule info d'experts de Bourse Direct. On se retrouve lundi encore, Romain, voilà, si je dis pas de bêtises, pour le plan de trading, chaque lundi à 12h30 avec Bourse Direct.